Sur le premier thème ou sous-thème, la participation citoyenne et la gouvernance publique, produire des résultats et des impacts pour les citoyens. Je suis tenté de poser une première question. Est-ce que l'administration publique connaît vraiment ses citoyens? Et comment? Que fait-elle pour connaître ses citoyens? Est-ce que les services publics se posent cette question? Qui sont nos clients? Et est-ce que nous avons des méthodes pour les identifier? Quels mécanismes sont en place? Et voilà un peu les questions que j'essaie de regrouper. Et quels sont vos sentiments, les suggestions, les recommandations que vous pouvez nous faire? Merci, madame. Merci beaucoup. C'est une longue question. Je voudrais d'abord saluer la présence de tous les anciens ministres de la fonction publique qui sont là. C'est une démonstration de la continuité de l'État. M. Zakaria Diao, M. Mansour Sy, Mme Innocence Tap, le ministre Gallo également, la ministre Viviane Pampassi et M. le ministre Habib Sy, deux ministres d'État, Mme Innocence Tap et lui-même. Et ça, c'est une belle manifestation de la continuité de l'État du Sénégal. Et je voudrais vous en remercier. Je voudrais peut-être commencer par un petit fait historique. Comment l'administration nous est parvenue dans nos pays? L'administration nous est parvenue, telle que nous la connaissons en tout cas, puisque nos anciens regroupements, qu'on les appelle royaumes, etc., étaient aussi administrés. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais notre administration a été d'abord une administration coloniale. Et l'objectif colonial, ce n'était ni le développement, ni la prise en compte des besoins du sujet, puisque nous n'étions pas des citoyens à ce moment-là. Et voilà comment le service public nous est parvenu avec sa dose d'arrogance, de mépris envers les indigènes. C'est ça la réalité. Et malheureusement, il nous a fallu du temps pour faire notre mue en tant qu'administration et nous avons hérité de beaucoup de défauts de la colonisation. À commencer par le fonctionnaire qui regarde avec mépris le citoyen parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'est pas instruit ou parce qu'il n'a pas de moyens. Ce qui explique d'ailleurs la très mauvaise qualité de l'accueil. Parce que le fonctionnaire, qu'il soit à l'accueil ou qu'il dispense un service, il pense qu'il fait une faveur à l'administré, oubliant qu'il est payé par la TVA que paye ce même malade qui est là, ou ce même citoyen qui vient chercher une pièce. Et ça, il y a besoin d'expliquer cela, que c'est une obligation de service public lorsqu'on est un agent du service public. Parce que vous êtes payé pour accomplir une tâche et vous êtes payé par ce même citoyen qui vient justement requérir un service particulier. Donc il y a tout un changement, disons, important dans la mentalité, dans la culture qu'il faudrait faire. Malheureusement, cet héritage colonial, il est encore là. Il est encore plus présent dans notre administration décentralisée. Je vois un ancien collaborateur, Mamadou Dia, qui est là, qui a été préfet. Il peut dire beaucoup de choses. Le rapport de pouvoir entre souvent les représentants de l'État et les concitoyens, c'est un rapport de domination. Et c'est ça qui doit fondamentalement changer. Ils doivent se mettre au service du citoyen, parce que c'est à travers les impôts que perd le citoyen, sous différentes formes, impôts directs tirés de sa solde, ou l'impôt indirect tiré de la TVA, c'est ce qui constitue le budget de l'État, et c'est avec cet argent-là, ce budget-là, qu'il est payé. Mais ça, allez l'expliquer à ceux qui sont à l'accueil ou ceux qui délivrent des services, etc. Donc, je pense qu'il y a d'abord un changement vraiment profond à accomplir. Comment le faire? Je pense que c'est également une des réflexions à avoir. Moi, je pense que d'abord par la formation, comprendre qu'il n'y a pas un rapport de chefferie entre l'agent du public et le citoyen. C'est d'abord un rapport de respect, d'égalité, et même ça devrait être un rapport de déférence. Parce qu'au fond,
si on va, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est lui le patron, c'est pas vous. C'est grâce à lui qu'on vous paye. Comme je dis, à travers la TVA, s'il n'est pas fonctionnaire, tout le monde paye la TVA puisque tout le monde est consommateur. Mais c'est les taxes de la TVA, monsieur le ministre, et voilà, un inspecteur des impôts, il voit un peu de quoi je parle. Donc cela est fondamental. Et il faut le faire certainement en français, mais en langue nationale, et en faire une obligation. Ça, c'est une première chose. Mais cette obligation, si elle n'est pas suivie, et nous avions eu une discussion tout à l'heure lorsqu'on s'apprêtait à démarrer dans la salle d'attente, c'est un peu ça la difficulté. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute de la fonction publique. Il y a eu des forums, il y a eu des recommandations mais, qui ne sont pas exploitées. Et je voudrais saluer ici vraiment l'esprit d'ouverture de monsieur le ministre Bocal qui a voilà, appelé à cette concertation, mais de manière large, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la présence d'anciens ministres qui ont beaucoup de choses à dire. Mais ce suivi-là, il est problématique. Lorsque on vous a fait du tort dans la fonction publique par l'accueil, et ça, vraiment, je pense que si on pouvait changer une chose dans notre administration, une seule chose, et de manière rapide, ce serait l'accueil. Parce que, comme disent voilà, les Wolofs, la figure, c'est comme une prison. Voilà. Si vous l'ouvrez, ben, etc., ou si vous la fermez, les gens sont confortables ou ne le sont pas. Et malheureusement, c'est à l'accueil que la première qualité de service public s'effondre, dès l'accueil. Alors qu'il y a peut-être un déficit de formation. Moi, j'ai eu à saluer lorsque les nouveaux fonctionnaires, et il faudrait le reprendre, monsieur le ministre, ont dû passer, je crois, une semaine voilà, en formation civile et militaire, je crois que c'était. Mais il faudrait le systématiser. Mais je pense qu'il faut surtout être sur un concept de formation permanente et obligatoire. J'ai fait 25 ans aux Nations Unies, jusqu'au plus haut niveau, je crois que peut-être il n'y a que le secrétaire général qui ne se forme pas jusqu'à la fin, mais il faut quand même qu'il y ait cette formation permanente en ligne, et elle n'était pas facultative. Parce que si vous ne payez pas, si vous ne faites pas votre formation, il y a un lien lié à votre solde, vous n'allez pas payer. Vous avez des avertissements qui vous arrivent, et à la fin du mois, ben, si vous n'avez pas complété la formation, vous n'êtes pas payé. Bon, ça c'est des idées et des pistes. Mais fondamentalement, il faut que nos agents de service public soient à niveau. Et la première chose, c'est le premier contact. On veut digitaliser, c'est vrai. Et ça, c'est important, parce que ça va minimiser voilà, le temps, le coût, minimiser le risque de corruption, ça c'est vrai. Mais il y aura toujours voilà, un face-à-face entre l'administrateur et ses représentants, l'agent voilà, public, et le citoyen. Donc l'accueil pour moi est fondamental. Mais il faut également qu'il y ait quand même des sanctions. Et ce n'est pas spécifique à l'administration sénégalaise. Les sanctions, elles n'existent pas, quasiment pas. Voilà. Il faudrait vraiment des comportements extrêmes pour que l'agent public soit sanctionné. Pris sur le fait parce qu'il demande de l'argent, ou alors qu'il se batte physiquement avec voilà, un agent, et à ce moment-là, qu'on puisse intervenir. Mais sinon, d'habitude, vous avez les mêmes voilà, agents publics à l'accueil qui maltraitent voilà, les citoyens. Je n'aime pas dire le mot administré, parce que ça nous vient aussi de notre passé colonial. L'administrateur et l'administré. C'est-à-dire, vous voyez cette domination. Non, c'est des citoyens qui viennent requérir voilà, un service public. Mais dès que vous mettez le mot administré, c'est-à-dire vous m'administrez selon les normes voilà, de l'administrateur et de son représentant, et on perpétue ce rapport de domination. En fait, c'est ça fondamentalement. C'est un rapport vraiment quasiment de maître à sujet. Alors imaginez lorsque vous êtes dans des zones éloignées de la capitale, rurale, où voilà, le citoyen n'a pas tous les moyens, ni financiers, ni voilà, éducatifs, il ne connaît pas forcément l'administration, mais le niveau souvent de maltraitance est très élevé. Ce n'est pas par hasard que
voilà, dans le documentaire, tout le monde parle de l'accueil et de l'accueil et de l'accueil. Et ce n'est pas seulement spécifique aux femmes, ça également, avant qu'on y arrive. Voilà, c'est sur l'ensemble de l'administration, sans compter maintenant le fait qu'on considère le service public comme une faveur. Je viens chercher un bulletin, un certificat de nationalité, c'est une faveur qu'on me fait, on me fait attendre pendant des heures, et à ce moment-là, bon, si j'ai, en tant que fonctionnaire ou agent public, la magnanimité de vous donner ce service, vous devriez vous estimer heureux. Et ça, il n'y a rien pour voilà, sanctionner ce type de comportement. Je ne sais pas quel est mon temps de parole, parce qu'on peut parler sur ce sujet-là pendant très, très, très longtemps. Donc la formation me paraît être fondamentale. Il me paraît également important d'avoir un système d'évaluation. Alors, je parlais de M. Diak, qui a été mon DAGE. Quand je suis arrivé comme ministre de la Justice, il fallait évaluer le personnel. Et on m'amène les dossiers du personnel, vous les ministres, vous l'avez fait, mais tout le monde avait 19,5. Tout le monde. Alors, je dis, mais comment c'est possible? Si c'était le cas, mais enfin, les citoyens célébreraient notre administration tous les jours. On me dit, oui, mais attention, hein, bon, vous mettez un 17 à quelqu'un, c'est un casus belli. C'est-à-dire, il va saisir le syndicat, et voilà, après, c'est des grèves, etc. Moi, je suis une ancienne syndicaliste, je suis pour le respect voilà, des représentants du personnel. Mais c'est aussi parfois des catégories intouchables. Et quand ils sont des fonctionnaires. Voilà, ça aussi, c'est des sujets qu'il va falloir qu'on aborde avec les centrales syndicales, etc. Parce que le droit du travail, il va dans deux sens. Voilà. C'est celui qui délivre son service, mais c'est également l'employeur. Donc, ces questions-là aussi, il faut, et c'est là où la concertation est très importante, parce qu'elle doit impliquer tous les acteurs. Notre administration ne fonctionne pas avec voilà, 19,5 sur 20. Mais demandez aux administrateurs. Vous mettez un 10 à quelqu'un, alors qu'il devrait même avoir peut-être un 4, parce qu'on ne sait même pas où il est, etc. Mais ça devient un motif de, voilà, de dispute, pour dire le moins. Donc le système de notation, c'est un système qui n'existe pas. Et moi, à l'époque, j'avais dit, bon, je le délègue, parce que franchement, je ne vais pas me mettre à signer des 19,5 sur 20, voilà, juste par principe. Mais c'est ce qu'on fait depuis 1960, pour éviter les problèmes. Or, la concertation, c'est pour aller aussi au fond des problèmes. Donc, le système d'évaluation doit être un système normal. Maintenant, vous avez également la fameuse question, mais c'est un avantage acquis. Mais moi, j'ai fait 25 ans aux Nations Unies, pas terminé ma 25e année, mais j'ai eu un contrat à durée indéterminée peut-être 6 ans avant. Juste 6 ans avant. Dans le système des Nations Unies, qui consacre hein, l'Assemblée Générale des Nations. Donc tous les États, petits ou grands, sont d'accord avec ce système-là. C'est des contrats de 2 ans, attachés à la réalisation des objectifs évalués chaque année. Mais vous n'atteignez pas les objectifs, votre contrat, il n'est pas renouvelé. Bon, ça c'est des discussions aussi à avoir. Est-ce que le principe d'un contrat à vie, parce que c'est quasiment des contrats à vie, va avec l'objectif d'efficacité recherchée? Question qui se pose. Dans le cadre maintenant de la préservation des acquis, ça complique l'équation. Mais c'est à dire, il faut rattacher quand même l'efficacité voilà, au contrat de travail. Or, il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie. Une fois que vous êtes fonctionnaire, comme j'ai dit, quasiment, ce qui était le cas des Nations Unies avant, jusqu'en 1992. À moins de vous battre avec le secrétaire général, vous étiez sûr d'y passer toute votre vie. Donc, seuls des faits extrêmes pouvaient vous sortir. Mais ils se sont rendus compte que l'efficacité, voilà, prenait un sérieux coup. Et maintenant, les contrats de travail ont été rattachés voilà, à l'obligation de performance avec une évaluation. Moi, je crois que ça, c'est important. Et en fin de compte, pour vous rendre la parole, professeur, c'est l'appréciation du citoyen, celui qui vient requérir le service public.
Mais si vous êtes maltraité dans un service, vous n'avez nulle part où vous plaindre. Maintenant, nous tous, nous voyageons. Quand vous allez dans les aéroports, vous voyez les 3 boutons là. Voilà, le visage content qui veut dire que le service était bon, le visage neutre, et là où vous êtes fâché, vous appuyez. Mais depuis lors, il y a une amélioration du service public. Parce qu'à ce moment-là, si vous affichez des taux très bas de satisfaction, ben, on vous applique aussi la loi. Donc il faut que le citoyen lui-même ait l'opportunité d'apprécier l'efficacité du service public. Ça, il faut voir comment le mettre en œuvre. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire, professeur. Et désolé d'avoir été un peu long peut-être. Merci. Merci. Bon, peut-être je vais cette question. Je pense qu'on va avoir 20 minutes parce qu'on a 3 questions. Je pense que, en cas tel que le programme a été fixé, 1 heure avec les panélistes, 1 heure avec le public. On choisira quelques personnes. Donc, on va essayer de gérer ça. Professeur, je ne sais pas si cette question, si vous avez des inputs à nous transmettre. Oui, monsieur le